Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au cabaret, zu cabaret. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en ce moment je suis en train de tourner un vlog, donc du coup il n'y aura pas de point lecture prochainement. Et je me suis dit que je pouvais faire un tag qui s'appellera Danse avec les livres. Et je vais vous parler de 10 romans qui m'ont marqué ou qui m'ont plu suivant certaines catégories. Sur une samba, un roman qui célèbre la diversité. Elle était bien mon imitation de la voix de Danse avec les stars ou pas? Donc un roman qui célèbre la diversité, celui qui m'est venu en tête, je l'ai lu il y a quelques années. J'ai mis Maisie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés de Jamie Attenberg, aux éditions 10-18. Donc ça se passe dans un quartier populaire de New York, juste avant la Grande Dépression, pendant la Prohibition. On suit Maisie, elle tient la billetterie d'un vieux cinéma, et en fait elle accueille tout le monde dans son cinéma. Elle cherche à aller voir tous les SDF qu'elle rencontre dans son quartier pour les aider, leur acheter à manger, leur trouver un endroit où loger, etc. Et en fait on suit une joyeuse bande de personnes qui ont faim, qui ont froid, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et cette Maisie se plie en quatre et cherche des solutions avec le peu qu'elle a elle aussi pour aider tous ces gens qui déambulent autour de son cinéma. Le personnage du coup principal est Maisie et elle était super attachante. On voit vraiment qu'elle essaye, malgré la Grande Dépression, que personne n'a de moyens, que l'État les laisse complètement tomber aux États-Unis, qu'elle essaye d'aider les gens, de trouver des solutions, et c'était super attendrissant. On est vite dans l'ambiance de ce vieux cinéma de quartier, et c'était une super lecture. Ce n'est pas non plus un trop-plein de bons sentiments. Ça nous pousse à voir plus loin que le bout de notre nez, et ça nous montre une personne qui est prête à tout pour aider les autres, les gens qui n'ont rien, alors qu'elle, elle n'a pas grand-chose non plus. Et donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette diversité des personnages, des points de vue. C'était super. Sur un menuet, un classique à lire et relire. J'ai choisi un classique qui n'est pas si vieux puisqu'il date des années 50. C'est Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. On suit une famille en Indochine française, au Vietnam, dans les années 30, qui a très peu de moyens. Et la mère a travaillé toute sa vie dans un cinéma au Vietnam pour pouvoir s'acheter une concession sur laquelle elle fera des plantations et vivre des revenus de son agriculture. Au final, la concession que l'État lui donne est une vieille concession complètement marécageuse sur laquelle rien ne pousse. Et à chaque fois, la mer vient détruire toutes les récoltes. L'eau salée empêche toute possibilité d'avoir des fruits et de l'argent de cette récolte. À travers cette famille, donc il y a les deux enfants et la mère, c'est toute une critique du colonialisme français, entre autres. Et en même temps, Marguerite Duras veut nous montrer que ces personnages essayent, malgré tout, même s'ils savent que c'est perdu d'avance, ils continuent à planter du riz dans leur plantation. Ils continuent à tout faire pour essayer de faire marcher leur concession, sans pour autant que ça marche. Enfin, c'est vraiment un petit microcosme autour de la plantation et les échappées des enfants vers la ville pour voir autre chose que leur mère qui s'entête à vouloir faire pousser du riz dans la concession. J'ai beaucoup aimé. J'ai découvert Marguerite Duras avec ce roman et son écriture aussi du coup. Ce roman, j'ai bien aimé cette volonté de se battre contre quelque chose qu'on ne pourra jamais battre, donc l'océan et la mer. Et en même temps la pugnacité des personnages, leur volonté de s'en sortir. C'était beau, c'était fort, et il y a des relations compliquées entre les enfants, entre eux deux, entre les enfants et la mer, entre les enfants et la ville et les employés de la concession. Donc j'ai bien aimé ce roman. Pour moi, c'est un classique à lire et à relire, car on trouve toujours quelque chose de nouveau, le courage, la force, la ténacité. C'est un peu combatif, et en même temps, il y a en arrière-plan toute la critique du colonialisme qui est aussi importante. Et on voit toujours aujourd'hui, l'État a du mal à reconnaître ses erreurs, notamment avec l'Algérie et d'autres anciennes colonies françaises. Donc j'ai bien aimé ce roman. Sur un tango, une romance à vous faire chavirer. Pour la romance, je me suis pas trop foulé, j'ai choisi Romance de Arnaud Catherine, qui en soi n'est pas non plus vraiment juste une romance. Donc c'est un roman jeunesse, enfin non pas jeunesse, du young adulte je pense. On suit le point de vue de deux adolescents qui tombent amoureux, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. En soi, c'est donc deux garçons. Donc un garçon qui est plutôt hétéro et l'autre qui est plutôt homosexuel, ou en tout cas qui découvre sa sexualité. On les suit sur une courte période de temps et on voit comment leurs sentiments évoluent, et on découvre leur processus de découverte de leur sexualité, découverte des sentiments, donc en introspection, qu'est-ce qu'ils ressentent,
et en même temps comment à travers l'autre il se découvre lui-même, car il se rencontre, il rencontre la personne qu'il est grâce aux rencontres qu'il fait avec d'autres personnes. Et j'ai beaucoup aimé, donc l'auteur il a réussi vraiment à s'ancrer dans le point de vue d'un adolescent. L'écriture n'est pas fausse, du moins on a vraiment l'impression que c'est un adolescent sans pour autant que ça paraisse trop enfantin. C'est vraiment une bonne plume, et tout au long du roman il alterne un peu les styles d'écriture. Donc des fois c'est du dialogue, de la narration, il y a des photos que le garçon a pris avec son portable, il y a des extraits de journaux intimes, des extraits de SMS, des conversations par SMS, par Skype, enfin vraiment tous les modes de discussion et de socialisation que les ados de nos jours peuvent avoir. Et je me suis fait vraiment prendre comme un bleu par cette romance. On s'attache super vite aux deux personnages, on a envie de savoir comment va évoluer leur relation, comment ils vont à la fin du roman se définir, est-ce qu'ils ont découvert un peu plus sur eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont appris de cette relation, comment elle va se terminer. Et en même temps, ça parle d'une relation homosexuelle entre deux garçons, mais en la lisant, je pense que n'importe qui peut s'y retrouver, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des ados, des personnes plus âgées, des adultes. Moi je l'ai lu cette année, hein, j'ai 25 ans, pas non plus un ado, et je me suis retrouvé dans certains passages, donc vraiment une super lecture. Sur un rock'n'roll, un roman route pour filer à 100 à l'heure. Le roman route, c'est comme le road movie, c'est un roman qui se passe dans un moyen de locomotion et qui nous fait traverser un pays, une région, une ville, que sais-je encore. C'est vraiment ce roman itinérant, on va dire. Donc j'ai choisi Baise-moi de Virginie Despentes. Vous allez dire que je vous parle de Despentes tout le temps, mais c'est vrai qu'en fait, depuis le mois de mars, depuis le confinement dernier, j'ai essayé de lire presque mensuellement un Despentes. Je les ai tous achetés et j'ai adoré, donc du coup je les ai presque tous lus maintenant. On suit le point de vue de deux filles qui, par la force des choses, se rencontrent et décident de faire un bout de chemin ensemble dans leur vie. Elles font des casses de supermarché, elles tuent des gens, il y a des scènes de sexe, c'est très violent, enfin c'est du Despentes. En plus c'est son tout premier roman, donc c'est vraiment peut-être un des plus violents, je pense, que j'ai lu. Donc il y a certaines scènes qui sont parfois dures à lire, hein, mais le truc c'est que Despentes s'inspire souvent d'événements traumatiques qu'il y a eu dans sa vie et elle les retranspose dans ses romans. Je pense pas qu'elle ait vécu tout ce qu'il y a dans ses romans, mais elle s'en inspire fortement, donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête quand on lit les romans de Despentes, c'est que c'est pas seulement de la violence gratuite et des scènes super dures qu'elle balance comme ça juste pour mettre une scène de quelqu'un qui se prend une balle dans la tête, c'est parce que vraiment c'est des choses qu'elle a besoin d'extérioriser, je pense. Et donc on suit ces deux filles qui volent une voiture et qui décident de traverser la France, et tout au long de leur traversée, il se passe un enchaînement d'événements qui les poussent à se révolter. Les deux filles décident de ne plus subir leur vie, de ne plus subir le patriarcat, l'oppression des hommes. Du coup, Virginie Despentes pousse ce refus de l'oppression et de la soumission du patriarcat jusqu'à l'extrême, au point que les deux personnages deviennent violentes. Elles se révoltent vraiment, elles tuent des gens, elles font des casses, elles n'hésitent pas à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour refuser cette vie, refuser cette société. Et jusqu'à la fin du roman, en fait, c'est une suite d'événements qui nous montrent jusqu'où elles peuvent aller pour refuser cette situation, cet état de fait. Donc c'est parfois dur à lire, c'est un peu hard, il faut avoir par moments le cœur accroché et l'estomac peut-être pas trop fragile pour le lire, mais c'est quand même un des meilleurs Despentes selon moi. Sur un quick step, un roman court, vif et percutant. Pour le roman court, vif et percutant, j'ai choisi J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, un roman qui fait pile 200 pages, ça se lit super vite. Et donc dedans, qui à la base était publié sous un pseudonyme et pas sous le nom de Boris Vian. L'auteur raconte le racisme et la ségrégation dans le sud des États-Unis. Ça se passe dans le sud des États-Unis. Le personnage central est métis, donc il est pas noir, il est pas blanc. Et dedans, il raconte au début que son frère s'est fait tuer par un groupe de blancs. Et lui, ce métis qui est donc ni noir ni blanc et qui arrive à se faire passer pour un blanc, entre guillemets, décide d'aller dans la ville où son frère s'est fait tuer pour essayer d'intégrer la bande de jeunes blancs racistes qui a tué son frère, et pour se venger à son tour et pour lui tuer des blancs. Donc c'est un peu dans le genre de Despentes, c'est super trash, même voire malsain par moments. Il y a beaucoup de scènes de sexe dans ce roman, et du coup oui, ça dénonce vraiment tout ce racisme du sud des États-Unis. C'est une thématique qui me plaît beaucoup déjà, donc le racisme, et qui malheureusement est toujours actuel, hein, quand on voit que les élections américaines et la division du peuple américain, donc c'est vraiment des fantômes du passé américain qui sont toujours pas réglés aujourd'hui. Il a été publié en 46 ou en 47, donc c'était maintenant il y a 50, 70, ça fait 70 ans que le roman est publié.
Et alors même si les violences entre noir et blanc dans le sud des États-Unis sont sûrement moins fortes que ce qui est dit dans le roman, c'est quelque chose qui existe toujours en 2020, qui continue à diviser le peuple américain. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est fort ce genre de romans qui ont 70 ans et qui sont toujours malheureusement d'actualité. C'est une lecture un peu dure, comme j'ai dit malsaine, il y a des scènes de sexe qui sont... Tu te demandes où t'es et pourquoi il a écrit ça, et au final tu comprends que ça a un but, que c'est pas que là non plus c'est pas gratuit ce qu'il dit. Et on se demande jusqu'où va aller ce personnage dans sa quête de vengeance de son frère, d'intégrer les cercles blancs américains, les cercles racistes américains surtout. Comment il va réussir à venger son frère à la fin. Sur un Madison, nous voulons un roman choral. J'adore le Madison. Dans ma famille, à chaque soirée, tu peux être sûr qu'il y a un Madison, qu'il soit minuit ou 4h du matin, tout le monde sous, on sait toujours danser le Madison. Et on est toujours 10 sur la piste, donc c'est pour ça que j'ai choisi le roman choral. Le roman choral, c'est un genre que j'affectionne particulièrement, j'adore ça. J'en avais du coup à l'appel à mettre dans cette catégorie, mais là j'ai choisi de mettre L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage de Haruki Murakami. C'est le roman par lequel j'ai découvert Murakami, parce que par le fait que ce soit un roman choral, c'est ça qui m'a attiré. J'avais déjà un Q8-4 chez moi, mais je l'avais pas commencé. Et du coup, je suis tombé sur celui-là de Murakami qui était un roman choral avec plusieurs personnages, donc je me suis dit bon allez, je vais commencer là-dedans, et si ça me plaît, j'irai vers autre chose. Ce roman, on suit une bande d'amis, ils sont 5, et chacun a un surnom qui est une couleur, donc rouge, blanc, bleu et noir. Et le 5e, Tsukuru Tazaki, donc le personnage principal, lui, on sait pas pourquoi il a pas de surnom, c'est l'incolore. Donc ils sont amis, et un jour, le personnage principal quitte la ville dans laquelle ils habitent, et il est complètement éjecté de la bande. En fait, ses amis ne lui adressent plus la parole, et du coup la relation s'arrête de façon nette et précise, il n'a plus aucun contact avec eux, il ne sait pas ce qu'ils deviennent, il n'a jamais cherché à reprendre contact, il s'est complètement du coup lui isolé de ce monde-là. Je crois qu'il est même jamais retourné dans cette ville d'enfance, il est resté vivre à Tokyo, et à Tokyo il rencontre une femme dont il tombe amoureux. Et cette femme donc sent bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites, et qu'il y a peut-être un secret derrière cette amitié brisée entre ce groupe d'amis qui était si fort au collège. Et donc elle lui donne comme mission entre guillemets de faire un pèlerinage et d'aller retrouver chacun de ses anciens amis et essayer de comprendre pourquoi la relation s'est complètement terminée du jour au lendemain. Le point fort de ce roman, je pense que c'est Murakami et son écriture qui est toujours à cheval entre le réalisme et l'onirique, cette magie où des fois on ne sait pas trop si ce qu'il raconte c'est réel, si c'est un rêve. Ce genre d'écriture parfois ça peut me gêner, ça peut être super lourd ou au bout d'un moment quand tu sais plus qui est qui fait quoi, où est-ce qu'on en est ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça devient vachement chiant. Mais lui il est toujours sur cette frontière entre le vrai, le faux, le réel et entre le réel et l'onirique, sans jamais trop tomber dans l'un ou trop tomber dans l'autre, mais en même temps ça reste lisible et compréhensible pour tous. Donc c'est pour ça que j'ai adoré ce roman pour la plume de l'auteur et ce pèlerinage du personnage principal qui essaye de remonter le fil de sa vie jusqu'à son enfance, jusqu'à cette année où tout s'est terminé et qu'il a perdu contact avec ses amis. Sur une valse, un roman long, lent et qui prend son temps. Pour cette catégorie, j'ai choisi Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Je vous mettrai le nom quelque part parce que je suis pas sûr, donc je pense que c'est japonais. C'est donc un roman de 1200 pages à peu près, qui est également un roman choral. Une vie comme les autres, c'est vraiment genre le coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. Je l'ai lu en revenant de vacances l'été dernier et je pense que ça a été peut-être à ce jour l'expérience de lecture la plus dure et la plus éprouvante que j'ai eue. Vraiment sur 1200 pages, l'auteur ne ménage pas du tout son personnage principal. C'était super dur à lire par moments. Je crois que c'est le seul 20 sur 20 que j'ai mis sur Livre Addict dans les notes de roman. Donc on suit le point de vue de 4 meilleurs amis à New York sur plusieurs décennies, je crois que ça se passe sur 40 ans. Un architecte, un artiste, un avocat je crois, et un acteur. Ils se rencontrent à la fac il me semble, et on suit leur évolution jusqu'à leur quarantaine d'années il me semble, enfin c'est sûr, ouais, je pense 40 ans. Et en fait il n'y a pas nécessairement d'histoire, enfin si, il y a quand même un personnage principal qui est très secret, qui parle très peu, très taiseux, même avec ses amis, ses amis ne savent pas grand chose sur lui, sur son passé, et donc c'est un peu ça le fil rouge du roman. À chaque étape de leur vie, on en apprend un peu plus sur le personnage principal, sur ce qu'il a vécu et comment il en est arrivé là. Mais c'était super dur à lire. Je disais, l'auteur ne ménage pas du tout les personnages du roman. Il leur arrive des choses horribles, on apprend qu'ils ont vécu avant des choses horribles également. Et d'un autre côté, le roman s'appelle Une vie comme les autres, alors je pense pas que
tout le monde ait vécu la vie que ces personnages vivent. Je pense pas que c'est une vie normale et banale, elle décrit dans ce roman, mais voilà. Et alors j'ai beaucoup aimé donc les personnages, les 4 personnages principaux ont chacun une histoire. Sur 1200 pages, l'auteur a vraiment le temps de développer la vie des personnages, leur psychologie. Donc on commence vraiment, à la fin on les connaît vraiment bien, on sait peut-être comment ils peuvent réagir, ce qu'ils peuvent penser des situations. Et en même temps les 1200 pages, ça permet de voir une palette d'émotions incroyable. Genre elle parle super bien de la joie, de l'amour, de l'amitié, de l'empathie. Il y a beaucoup d'empathie dans les personnages les uns envers les autres. La douleur, la maladie, enfin le spectre des émotions. Et le fait d'avoir 4 personnages principaux sur 1200 pages, ça permet d'aller dans plein de directions et de voir plein de choses, de découvrir plein de choses. Donc c'est vraiment, je pense, un roman qui m'a marqué et qui va me marquer des années. Je ne l'ai pas sous les mains parce que je l'ai prêté à un ami. Certaines personnes peuvent peut-être trouver ça ennuyant, mais moi j'ai vraiment, dès le début, je me suis tellement accroché au personnage et attaché au personnage que j'avais envie de savoir tout. J'avais envie de savoir toute leur vie, de leur naissance jusqu'à leur mort. J'avais envie de découvrir comment ils allaient vivre, comment ils allaient grandir, comment ils allaient gagner leur vie, s'ils allaient comment ils allaient rencontrer leur femme, qu'est-ce qu'ils allaient vivre avec eux. Et j'étais vraiment le 5e ami qui était à côté d'eux tout le long du roman et qui avait envie de savoir et qui avait envie de les prendre dans mes bras, de faire la fête avec eux, de rire, de pleurer, de danser avec eux. J'étais dans le roman tout le long des 1200 pages. Sur un French Cancan, un roman qui donne envie de faire la fête. J'ai choisi les chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. On les a vus pas mal passer ces derniers temps parce que 10-18 les réédite ou les a réédités. Et il y a eu une réadaptation de la série Netflix. En fait, il y a une série qui est déjà sortie dans les années 90-2000. Et là, Netflix a fait une réadaptation contemporaine de la série. On suit Marianne Singleton qui quitte une zone rurale des États-Unis à la fin des années 70 et qui décide d'aller vivre à San Francisco. Donc à San Francisco, elle se fait héberger par une espèce de matrone qui a un immeuble avec plusieurs appartements et qui loge justement plusieurs personnes. Donc elle trouve un appart là-dedans. Et en fait, voilà, c'est ça. On suit cette vie dans cet immeuble avec la matrone, le personnage principal, Marianne, qui elle a des yeux tout neufs et grands ouverts sur la ville, sur les fêtes qui se passent à San Francisco, la drogue, ça se passe dans les années 70, donc il y a la drogue, l'alcool, la fête, la libération sexuelle, l'homosexualité très présente à San Francisco. Donc elle se fait des amis, elle rencontre un homosexuel, elle devient amie avec la propriétaire qui la loge. Pas des chapitres, mais c'est 2-3 pages sur des événements. C'est un peu comme... Enfin, c'est pour ça que ça se prête super bien en série, parce que c'est vraiment des épisodes très courts, et même quand on lit, ça se lit super vite. C'est beaucoup de dialogues, beaucoup de discours. Et c'est c'est humain, ça donne envie de faire la fête, de rigoler, de jouer d'être avec les personnages, de découvrir ce San Francisco un peu idyllique des années 70. On est pris d'affection pour Marianne, donc le personnage principal, qui ne connaît rien de tout ça, de la fête, de la libération sexuelle. Donc on voit comment elle essaye de s'acclimater à cette nouvelle ville, comment elle essaye de détruire les constructions mentales qu'elle s'était faites dans son enfance rurale. Donc c'est super marrant, c'est super joyeux, gai, léger, et c'est pour ça que ça donne envie de faire la fête, quoi. Sur un ballet, un roman d'ambiance noire. Alors je dis pas que tous les ballets ou tous les ballets contemporains sont sombres ou noirs, mais c'est parce que j'ai l'image super cliché en tête du lac des cygnes dans Black Swan avec le cygne noir, donc c'est pour ça, bref. C'est une catégorie, on s'en fout. J'ai choisi Évasion de Benjamin Huitmer chez Gallmeister. J'ai choisi ce roman-là parce que c'est Gallmeister et j'aime bien cette maison d'édition, donc je voulais en caser un dans le tag. Donc ce roman se passe pendant toute une nuit. C'est un espèce de... C'est pas un huis clos, mais ça se passe sur un laps de temps très court, une nuit, la nuit du Nouvel An, dans un petit village à côté d'une prison, dans le Colorado, aux États-Unis. Donc il neige, c'est la nuit, ambiance un peu sombre, un peu froide. 12 détenus s'évadent de la prison et déambulent dans la ville. Tout le village est en alerte, la prison appelle tous les gens à rester chez eux, à se barricader. Les policiers et les rangers sont sur les routes à la recherche de ces 12 détenus. Et on suit, je sais plus si on suit exactement les 12 détenus, mais on en suit une grande partie, à travers leur déambulation dans cette ville. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Est-ce qu'ils vont en profiter pour tuer des gens, pour retrouver de la famille qui vit dans ce village et peut-être se venger Et c'est ça, en fait on est dans la tête des habitants qui eux se calfeutrent, ils ont peur, ils se demandent
ce qui peut bien se passer dans cette nuit noire un peu sombre, étouffante avec la neige, où les pas sont étouffés à cause de la neige qui recouvre le sol. J'ai adoré cette ambiance, vraiment très calfeutrée, c'est la nuit du Nouvel An, ça doit être une nuit un peu joyeuse, un peu festive, et finalement pas du tout. Tous évadés dans la ville, tout le monde est aux aguets, tout le monde a peur, et en même temps donc t'as des détenus qui sont pas forcément violents, qui veulent peut-être rentrer chez eux, ou qui essayent de fuir, d'aller se cacher, d'autres qui au contraire eux veulent en découdre, veulent retrouver des personnes qui leur ont fait du tort et se venger d'eux. Et j'ai bien aimé cette différence des points de vue dans cette ambiance super sombre et super noire. On a vraiment le temps de se plonger dans cette ambiance un peu rurale, sombre et noire des États-Unis, du Colorado. Donc j'ai vraiment une bonne lecture. Comme souvent avec Gallmeister, donc là c'est pas du nature writing, c'est plutôt du thriller, roman à ambiance noire, sombre. Et j'aime bien comme souvent, hein, j'aime bien, vu que c'est un peu un roman choral où on est dans la tête de plusieurs personnages, les directeurs de la prison, les villageois, les détenus, des familles qui vivent un peu reclus, qui sont pas vraiment dans le village mais qui ont une grande baraque à l'orée du village. Enfin, voilà, un bon roman d'ambiance à lire le soir, surtout un soir d'hiver sous un plaid pour faire bien cliché. Et enfin sur un disco, un roman de contre-culture et de révolte. Donc j'ai choisi Just Kids de Patti Smith. Si Patti Smith m'entendait parler de son livre dans une catégorie qui s'appelle disco, je pense qu'elle me tuerait. Enfin, j'en sais rien en fait, je la connais pas. Mais Patti Smith, c'est une artiste pleine de talent que j'adore, qui fait de la photo, qui écrit, de la poésie et qui chante aussi du rock, punk rock. Et donc dans Just Kids, c'est une autobiographie dans laquelle elle parle de sa rencontre avec Robert Mapplethorpe, qui est lui également un photographe reconnu. C'est vraiment une photo du New York un peu underground des années 60-70, où donc elle parle des chambres d'hôtel dans lesquelles elle allait avec Robert Mapplethorpe, les photos qu'il faisait, comment elle en est venue à faire du punk, du rock, être engagée, militante. Il y a par moments un peu du name dropping, hein, où à chaque page elle parle d'une personnalité reconnue. Elle parle de Janis Joplin, Lou Reed, elle a rencontré Andy Warhol à tel endroit. Donc, en même temps, ils ont vécu plein de choses, hein, Robert Mapplethorpe et Patti Smith. Je pense que leur relation a été assez courte finalement dans le temps, mais courte mais intense. C'est ça que j'aime bien, c'est cette photo du New York effervescent des années 60-70, où plein de courants différents se rencontrent et au final, cette rencontre de tous ces courants artistiques fusionne et explose dans une extrême intensité de production, donc que ce soit des photos, des poésies, de la musique, des nouveaux styles musicaux émergent, des acteurs, des artistes peu connus arrivent à être exposés, à se faire un nom. C'est un peu le cas d'ailleurs de Patti Smith et de Robert Mapplethorpe à cette époque-là. L'écriture de Patti Smith est très poétique. Je crois qu'elle a écrit peut-être même des recueils de poèmes. Elle publie souvent des extraits de journaux accompagnés de photos parce qu'elle s'est mise à la photo également tardivement. L'année dernière, elle a sorti L'année du singe, ou c'était peut-être même cette année. C'est un roman où c'est des extraits de journaux accompagnés de ses photos. Enfin, c'est pas des extraits de journaux, mais c'est des textes qu'elle a écrits pour accompagner des photos qu'elle a prises dans des chambres d'hôtel. Donc on parle de drogue, d'alcool, On va croire que vraiment je suis drogué et alcoolique en regardant mes vidéos, parce que dans tous les bouquins que je lis, il y a souvent de l'alcool, de l'alcool, du sexe, de la drogue, bref. Mais bon, c'est les années 60, c'est les années 70, c'est la libération sexuelle, c'est les drogues, l'alcool, le psychédélisme, et tout se retrouve dans ce roman. Également du coup l'histoire d'amour entre Robert Mapplethorpe et Patti Smith, donc on se prend au jeu de leur histoire naissante, de leurs engueulades à coups de joints et de bouteilles de bière, de bouteilles de vin. Enfin, ils sont dans des chambres d'hôtel où ils peuvent tout casser, ou au contraire avoir une idée et faire une photo magnifique qui deviendra une photo phare de Robert Mapplethorpe. C'est vraiment cette espèce de nuage, cette nébuleuse artistique qui peut exploser et donner lieu à des instants de beauté, quoi. Donc c'est pour ça que j'adore Patti Smith, et entre autres Just Kids, qui est son œuvre la plus majeure et la plus intéressante, je pense, à ce jour. Là, c'est vraiment autobiographique, donc c'est pour ça que je préfère celui-là. J'espère que ce tag vous a plu et vous a permis d'en découvrir un peu plus sur mes lectures et ce que j'aime lire. Si vous avez envie de le refaire, je vous invite à le faire, il n'y a pas de souci. Je mettrai, si vous voulez, les catégories en barre d'infos. Et je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes et d'être heureux.